Chers amis, merci d'être venus si nombreux et si bruyants ce soir. Vous avez la force pour un vendredi soir, c'est sympa. Je pensais que vous seriez partis au week-end, mais non, c'est gentil d'être venus nous soutenir nos candidats. Ces candidats, moi je leur dis une chose, vous allez gagner. Voilà. C'est aussi simple que ça, vous allez gagner. Anne-Sophie, Yasmine, Thérèse, vous allez gagner. Thierry, Vincent, Xavier, vous allez gagner. Je vous le dis. D'abord parce que moi, j'ai vu vos affiches, vous êtes définitivement les plus beaux. Mais aussi vous. Oui, mais aussi vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Parce que vous avez un programme cohérent, un programme qui s'inscrit dans un programme national. Et puis aussi parce que vous avez des adversaires en dessous de tout. Bien sûr, ils sont sortants. La plupart sont sortants. Mais c'est peut-être à cause de ça qu'ils sont en dessous de tout, d'ailleurs, parce que leur bilan est catastrophique. Nous sommes ici en terre UMP, je crois. J'ai mis mon GPS, j'ai mis terre UMP et je suis arrivé ici. Et cette terre UMP, elle a été quand même trompée. Elle a été bafouée. Elle a été humiliée. Elle a même été dans les Yvelines calomniée. Aujourd'hui, elle se retrouve désorientée. Elle va bientôt être spoliée aussi. Elle est en passe de se révolter. Et c'est pour ça que vous avez gagné. Alors, elle a été trompée. Ben oui, elle a été trompée. Quand l'UMP était au pouvoir, il y a eu plus d'immigration que sous Jospin. Il y a eu plus d'insécurité. On a supprimé des milliers de postes dans la police, dans la gendarmerie. On a commencé l'augmentation des impôts. Souvenez-vous, le gel des tranches était déjà sous Sarkozy avant que la gauche n'arrive au pouvoir. Plus de chômage aussi, c'est-à-dire que plus de 500 000 emplois ont été perdus pendant cette période. Donc cette population UMP a été trompée. Mais pas que trompée, elle a été bafouée ici, particulièrement dans les usines. Il se trouve que maintenant nous sommes dans les conseils municipaux, donc on voit ce qui s'y passe. Alors parlons de Versailles. Malgré des dépenses en personnel extrêmement importantes, très lourdes, Versailles, grâce à ses recettes, dégage encore une marge brute, assez significative. Mais elle n'en fait rien. Cette marge brute, à la limite, elle pourrait baisser les impôts. S'il y a trop de recettes, on peut baisser les impôts, mais elle pourrait aussi investir. Il y a énormément de choses à faire à Versailles pour sauver ce patrimoine culturel incomparable. Il n'y a pas dans d'autres villes d'Europe des villes qui ont un patrimoine aussi important sur le plan architectural. Or, quand je me promène dans les rues de Versailles, dans certaines rues de Versailles, je vois certaines façades qui sont dans un état de délabrement avancé quand même. Ils ne font rien. Regardez le château, autour du château, ces quarts qui cachent la façade du château. Il n'y a pas de parking véritablement prévu, de parking souterrain, d'aménagement de cet espace devant le château. C'est une mairie, un exécutif qui ne fait rien, qui vit bien, qui vit confortablement, mais qui n'engage rien. S'il y avait que Versailles, mais à Rambouillet, que je connais bien entendu, puisque j'y siège, eh bien, en face de la pression qui va être exercée par le gouvernement pour que les communes fassent enfin des économies, parce que vous savez que au plan national, les communes ont vécu assez bien, les collectivités territoriales, d'une manière plus générale, ont vécu assez bien ces dernières années. Ça a été dénoncé par la Cour des comptes.
Donc le gouvernement, assez justement d'ailleurs, dans sa quête de retrouver un déficit présentable pour l'Europe, qu'ils ont signé, met un peu de pression sur les collectivités territoriales. Bon, mon Dieu, c'est pas forcément mauvais. Eh bien, à Rambouillet, qu'est-ce qu'on fait? Cette pression que l'on reçoit du gouvernement à hauteur de 5 millions d'euros qui vont être supprimés en termes de recettes qui viennent de l'État, eh bien, on les colle sur les contribuables. C'est plus simple. Plutôt que de faire des économies, on augmente les impôts. Ça a été décidé au dernier conseil municipal. Voilà ce que c'est les mairies UMP. Et les Lancourt, n'en parlons pas. Et les Lancourt, ils dégagent même plus de marge brute aujourd'hui. Alors comment vont-ils faire demain quand, effectivement, ils vont être aussi sous la pression du gouvernement? Voilà ce que c'est la gestion UMP des mairies. J'aime autant vous dire que ce qu'on va découvrir au Conseil général nous fait froid dans le dos. Alors que, quand même, je vous rappelle qu'il y a eu un sondage de fait là, récemment sur les mairies dirigées par le Front National. Et comme l'a écrit d'ailleurs notre secrétaire général dans sa lettre récemment, 74% de ses administrés sont satisfaits de la gestion. Donc cette population UMP trompée, bafouée, elle a été aussi humiliée parce qu'ils ont perdu quand même l'élection présidentielle. Et en face de qui ils ont perdu? Hollande. Non mais faut le faire quand même. Perdre une élection présidentielle en face de Hollande. Et mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui on leur dit à ces pauvres militants ou adhérents ou sympathisants au UMP, on leur dit quoi? Ah, si vous avez un candidat Front National au deuxième tour, il faut voter socialiste, hein. Votez socialiste. Voilà ce qu'on leur dit. Humiliés, oui, ils le sont. Ils ont été aussi calomniés dans les Yvelines. L'affaire Bélier, enfin, c'est incroyable. Ils se sont couverts de honte. Voilà un type qui est condamné à 18 mois, pardon. 18 mois de prison, 6 ans d'inéligibilité. 6 ans d'inéligibilité. Il s'arrange avec ses copains pour ramener à 3 ans. Et le jour même de la fin de ces 3 ans, il fait démissionner son successeur au Conseil général. Et normalement, dans ce cas-là, c'est son suppléant qui prend la place. Ah oui, mais son suppléant, c'était prévu. C'est la femme de M. Bélier. Donc, admirer la gentillesse et la galanterie de ce monsieur, il fait aussi démissionner sa femme. Voilà, c'est plus simple comme ça. C'est en famille. Voilà, et il se retrouve, voilà, installé avec un score, d'ailleurs, au Val-Fouré. Vous voyez ce que je veux dire, avec un score d'Africain, on va dire. Hein, 75% des voix pour M. Bélier au Val-Fouré. Voilà. Et puis c'est pas fini. C'est pas fini. Toute l'équipe UMP se met ensemble pour faire démissionner le président du Conseil général. C'est pas un cas social non plus, hein. On lui a offert un poste de sénateur, donc on va pas être méchant avec lui. Mais quand même, et puis pourquoi? Pour remettre M. Bélier à la présidence du Conseil général. Donc moi je vous dis, c'est un devoir civique aujourd'hui de remporter le département. C'est un devoir républicain. Il faut qu'on l'emporte, il faut que vous gagnez. Alors aujourd'hui, elle a été humiliée, calomniée, mais elle est désorientée. Elle est désorientée, elle n'a plus de chef, elle n'a pas de chef. Ou alors elle en a trop, elle ne sait plus comment les choisir. Mais des fois ils sont trop petits aussi. Hein, parce qu'on a vu le retour de... Ils sont trop petits, des fois ils sont gros comme un suppositoire. On a vu le retour de M. Bismuth. Hein, bon, ça fait flop. Ils n'ont pas de programme. Ah si, pardon. Ils en ont un. Hein, combattre, lutter contre le Front National. L'horreur absolue. Et puis, ils vont être spoliés, cette population UMP, bientôt. Parce que, comme je vous le dis, si on continue comme ça, c'est pas compliqué. La France a un écart de productivité avec l'Allemagne considérable. Cet écart de productivité, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour savoir que ça vient des écarts
de coût de main-d'œuvre. Vous avez 8 millions de personnes qui touchent 600 € et qui travaillent pour 600 € de l'autre côté du Rhin. Vous avez des mini-jobs, vous avez des choses comme ça, qui fait que, même si d'ailleurs dans certains secteurs, en particulier l'automobile, vous avez des salaires qui sont parfois plus élevés qu'en France, mais globalement, le coût salarial en Allemagne est bien inférieur à celui qu'il est en France. Donc cet écart de productivité, il est là. Nous avons la même monnaie unique. Donc il n'y a pas 36 manières de traiter le sujet. Où le patronat allemand accepte de monter de 15 à 20% les salaires des salariés allemands, et là je peux vous dire que d'abord ils ne sont pas d'accord, hein, ça c'est clair, ils l'ont fait savoir, et donc ça ne se fera pas. Ou alors, du côté français, ben, c'est pas compliqué, hein, il faut qu'on accepte 15% à 20% de baisse de nos salaires et de nos pensions de vieillesse. Voilà, c'est ça le deal. Bon, et ça aussi, c'est inacceptable en France, socialement, et j'ai envie de dire heureusement. Bon, alors, il n'y a pas de solution. Donc, dans un contexte comme celui-là, l'Allemagne va se porter de mieux en mieux, quel que soit le niveau de l'euro à l'extérieur. Elle va se porter de mieux en mieux, et la France va se porter de plus en plus mal. Et donc, la croissance va profiter à l'Allemagne, mais pas à la France. Par conséquent, les recettes fiscales qu'on attend, c'est-à-dire, puisque vous savez que le plus gros paquet de recettes fiscales vient de la TVA, donc de l'activité économique. Donc, si cette activité économique n'est pas là, les recettes fiscales ne seront pas là. Donc, le déficit de la France, ben, il sera toujours au-delà des fameux 3%. Hein, cette espèce de quête qui est repoussée d'année en année, va continuer. Et je vous le dis, le problème, c'est qu'à chaque année de déficit, ça signifie, en général, le déficit est de 80 milliards. Hein, et bien, ça signifie 80 milliards de plus de dettes à la fin de l'année. C'est ça que ça veut dire. Et de 80 milliards en 80 milliards en 80 milliards de plus de dettes chaque année, on arrive à des pourcentages de dettes par rapport au PIB qui deviennent ingérables. Et ce qui va se passer, parce que dans d'autres pays européens, ce n'est pas tout à fait la même situation, ce qui va se passer, très clairement, c'est que la France va se retrouver dans une situation d'être le dernier de la classe de la zone euro. Et à partir du moment où la France sera le dernier de la classe de la zone euro, j'aime autant vous dire que les marchés financiers vont regarder la France d'une autre manière. Déjà, ils commencent à dire « Ah, la dette de la France, c'est 2 000 milliards. » Mais l'épargne des Français, c'est 12 000 milliards. Suivez mon regard. Et très clairement, ils ont fait ce parallèle. Et si jamais la France fait défaut, je ne le souhaite pas, mais c'est possible, parce que même avant 2017, c'est possible. Après c'est pas terminé, on sera au pouvoir. Donc, là, si jamais la France fait défaut avant 2017, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de banques qui se sont gorgées de ces titres de créances sur l'État français, qui d'ailleurs leur servent de bilan et de garantie. Mais si demain ce papier ne vaut plus rien, eh bien ces banques font faillite également. Et donc notre épargne, votre épargne, l'épargne de cette population UMP, eh bien voilà, elle va partir en poussière. Alors, elle va être spoliée, mais elle est en train de se révolter. Et elle est en train de se tourner vers l'espérance bleu marine que vous incarnez tous, et sans doute aussi à cause des positions du Front National, indépendamment du programme qu'on a dans le département, mais sur les positions du Front National sur la famille, sur la vie en général, sur la sécurité. Voilà, donc c'est des thèmes qui parlent à cette population UMP, et je pense que, j'espère en tout cas, que très probablement elle peut basculer d'un jour à l'autre vers des théories plus saines qui sont celles qui sont défendues par le Front National. Donc,
Vous allez gagner, mes amis, vous allez gagner, car les sondages sont très bons, mais en plus des sondages, vous énervez le système. Hein. Parce qu'on a vu à la télévision récemment M. Macron dans un état second quand même, en face de M. Philippot. Si bien d'ailleurs qu'il lui a tendu un petit, j'avais vu des petits médicaments là, pour qu'il se calme. Hein, je crois que c'était tout à fait bienvenu. Bon, s'il y avait M. Macron, mais il y a le Premier ministre, il n'en peut plus, il se tient sa main comme ça. Et quand on voulait parler du Front National, quand il voit Marion, il est comme ça. Bon. Et puis vous avez le président de la République quand même, lui-même, hein, qui dit que, ah ben oui, on est dans la République, mais on ne respecte pas toutes les valeurs de la République. Ah, toutes les valeurs de la République. Ah, ça, elle est bonne. Toutes les valeurs. Alors, mais la liberté, alors, c'est quand même un des fondements de notre mouvement du Front National, quand même. Hein. La laïcité aussi, on est peut-être les seuls d'ailleurs à la défendre. La fraternité, tout ça, ça ne pose aucun problème. L'égalité des chances, ça ne pose aucun problème. De quoi parle-t-on? Ah, alors cherchons un peu. Peut-être la préférence étrangère. Ah, la préférence étrangère, c'est peut-être devenu une valeur républicaine pour Monsieur le Président. Non. Les transferts de souveraineté dans un univers multinational qu'on ne contrôle pas, etc., c'est une valeur républicaine, ça? Non, non. Donc, par conséquent, ils sont, à mon avis, le dos au mur, ils disent n'importe quoi, et ils sont très mal partis. Et puis, si on s'arrêtait... Alors, on savait qu'on était quand même, le Front National, au centre de la vie politique française. Mais on ne savait pas encore qu'on était au centre de la politique européenne. Parce que voilà que M. Martin Schulz découvre que nos assistants parlementaires ont des opinions politiques. Ils sont dans des partis politiques, ils sont au Front National. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, branle-bas de combat, condamnation, la pression de mail, on fait les premiers titres, etc. Jusqu'au moment où on s'aperçoit que M. Schulz lui-même, il est un assistant parlementaire qui, lui, alors, ne travaille pas par conviction, bénévolement, mais il est tout simplement salarié d'une agence de voyage. Alors, l'affaire a fait pchit, comme les autres. Je vous l'ai dit donc, vous allez gagner, et nous le souhaitons de tout cœur, et toute la fédération va vous aider et va être derrière vous, parce que vous le méritez. Voilà.